Bien. Faut-il que je rappelle les règlements? Non. C'est bon? Donc 10 minutes chacune sur être prêt à tout, est-ce ne croire en rien. Donc, mademoiselle Jouve. Oui. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, l'heure est grave. Ne riez point, c'est sérieux. Elle est malade. Oh, elle n'est pas encore tout à fait agonisante, mais elle se nécrose, petit à petit, par un mal sournois, pervers, insidieux. Elle conserve les apparences, elle reste droite et digne, du mieux qu'elle peut tout du moins. N'avez-vous donc pas remarqué qu'elle a désormais besoin de ses colonnes comme béquilles? Les apparences sont trompeuses. Elle qui est aveugle, elle ne s'en aperçoit pas. Et sa balance penche inexorablement du côté où elle va tomber. À l'intérieur, elle est rongée, tiraillée. Elle ne sait pas, elle ne sait plus où se rapprocher, à quoi se référer. Elle ne croit plus en elle-même. Pis encore, elle ne croit plus en l'homme, plus en rien. Alors elle devient prête à tout. Elle cède à la vue de cette plaie béante ouverte sur la peur chronique. Et là, elle divague, elle délire. Dans son empressement fiévreux, dans ses soubresauts scabreux, elle se prétend philosophe. Elle s'invente même épistémologue et constructiviste de surcroît. Voici qui est bien singulier pour une justice qui s'évertue à détruire toute justesse. Mais il faut trouver une solution. La plaie du crime l'effraie. Elle voudrait s'en débarrasser, la faire taire, la cacher, l'étouffer. Alors sans plus attendre, elle la saisit, s'en empare et applique fébrilement la rétention de sûreté sur cette plaie purulente. Mais, me direz-vous, l'on aurait dû s'en douter, elle qui nous avait déjà couvé des peines planchées l'été dernier. Cette fois-ci, cependant, c'est avéré, l'infection est déclarée. Notre représentante assemblée, notre justice convoitée, vous avez voté contre l'équité. Vous qui créez pourtant les lois, vous avez voté contre le droit. Vous justifiez vos positions. C'est que du peuple viendrait une tension. Il fallait apaiser les pressions, ce qui expliquerait votre radicale décision. Vous avez jeté en pâture contre quelques criminels de vile nature une poignée de bêta bloquants afin de rassurer les honnêtes gens. Mais si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, nous ne perdons pas en circonlocution. Vous l'aurez compris, ce crime, cette tentative d'assassinat de la démocratie m'amène à une question plus globale, une question générale à propos de laquelle nous devrions tous nous interroger. Cela m'amène à la question. Avez-vous vraiment une intime conviction? Êtes-vous prêt à cette abnégation? Non, je ne le crois pas, non. Parce que quand je vous regarde, je le vois bien. Je vois que vous êtes prêt. Alors suivez-moi. Oui, suivez-moi sur le chemin de l'opposition systématique, sur la voie du refus de tremper la peine dans l'indignation collective, une peine renouant désormais avec les racines anthropologiques de la vengeance. Vous me l'accorderez, c'est un petit pas pour la législation, mais un grand pas vers la loi du talion. Vous savez, moi le mal, je le déteste. Le mal, je le hais. Moi le mal, je l'exècre, je m'en protège par la barrière du doute, je l'élimine par la question, je l'élude par la remise en cause. Je me refuse à croire lorsque l'on devrait savoir. Moi j'ose, je m'impose. J'ose et j'impose mon scepticisme substantiel, voire pyrrhonien. Je ne peux me résoudre, je ne peux me déterminer, je ne peux fonder mon opinion sur une éventuelle possibilité envisageable que peut-être, si par extraordinaire il s'avérait que, somme toute, il n'est pas tout à fait impossible. Bref, continuez longtemps, je vais vous épargner, rassurez-vous. Je veux dire par là que je ne peux, en aucun cas, me fonder sur du conditionnel. Conditionnel, oui, vous avez bien entendu, le mot est lancé. Ne vous méprenez pas, non, il ne s'agit pas de liberté conditionnelle, mais de l'enfermement conditionné. Conditionné par des si, des peut-être, des fantômes, des chimères. L'ataraxie du commun des mortels ne se trouve pas là, me semble-t-il. Pas sur les masques que l'on cautionne. Elle est loin des conflits, de dogmes et de la douleur ressentie à la découverte de l'incohérence de nos certitudes. Certitude? Ai-je véritablement dit certitude? Et il n'y a personne pour me reprendre.
Mais non, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de certitude, mais de croyances, et de croyances erronées qui plus est. C'en est presque de l'hérésie à ce niveau. Alors doutez, oui doutez pour ne pas céder à l'inertie ambiante, aux hésitations congénitales à la française. Soyez prêts à aller loin, aller très loin, aller dans le vague, aller jusqu'au bout. Alors suivez-moi. Oui, suivez-moi, moi qui suis prête à tout. À tout. À tout et même plus encore, à tout et son contraire. Pas de limite, pas de barrière, pas de frontières. Mais voici que chemin faisant, je m'invente avocate. Vous m'en excuserez, quelle prétention de ma part. Car oui, cette philosophie n'est pas ma création, tout au plus mon appropriation. D'où me vient l'inspiration? De l'avocat, bien évidemment. Qui mieux que lui peut nous enseigner que, pour être prête à tout, il faut ne croire en rien? Qui mieux que le plaideur peut nous transmettre ce doute ontologique qui l'anime? Après tout, et je n'ai rien inventé, le doute ne doit-il pas justement profiter à la défense? La défense se part de mille atours afin de se lancer dans d'improbables combats. Elle s'entoure des arcanes de la vie, des affres de la remise en question. Car oui, l'avocat se défend de croire, il défend tout court, il se lève, s'élève, se dresse face à tout et n'importe quoi. Sa parole est à qui la lui demande, il plie mais ne rompt pas. Une énième fois, il se voit opposer la question. Mais comment faites-vous pour défendre quelqu'un dont, soi-disant, je fais narrateur, pour défendre quelqu'un dont on est sûr qu'il est pourtant coupable? Et de répondre, mais je ne suis pas sûre non plus qu'il ne soit pas innocent. L'avocat ne sait pas, il ne croit pas et ne veut pas croire. Il est prêt à tout parce qu'il ne croit en rien. Il ne croit en rien, donc il est prêt à tout. L'avocat se gausse des soi-disant vérités, assenées par une croyance, une conviction trop impertinente et arrogante, parce qu'il sait, oui, il sait, que le vrai n'est pas forcément le vraisemblable. Il a donc la certitude qu'il ne sait rien, que l'on ne sait rien, rien en dehors de cet ersatz de vérité qui ne nous parvient que copier, compacter, empaqueter et aseptiser. Alors pour mieux retranscrire la réalité, il voudrait remplacer ce comment omniprésent par un pourquoi. Mais pourquoi, oui? Pourquoi? Et puisque nous sommes dans les vœux pieux, concédons-lui en quelque autre. En effet, n'en déplaise au ministère public, l'avocat voudrait même aller jusqu'à monter à sa hauteur. Alors pour une fois parce qu'il ne croit en rien, pour une fois puisqu'il est prêt à tout, l'avocat peut se hisser à la barre du procureur. Vous lui accorderez bien cette faveur. De son perchoir subtilisé, de sa barre substituée, l'avocat accuse, plus encore, il récuse. Évacuer cette culture de l'abandon, ce si méprisable poison. En l'absence de croyance, il invoque la renaissance